Jean-Pierre Levade, bonsoir. Vous avez dirigé le Crédit Lyonnais et vous publiez Journal d'un sauvetage chez Albin Michel, Crédit Lyonnais, chronique d'un désastre. Ce sont des notes, ce sont des carnets où vous racontez jour par jour, heure par heure presque, de l'intérieur, toutes ces années passées à la tête du Crédit Lyonnais, qui était banque nationalisée, première banque du monde, même disait-on à l'époque, mais en quasi-faillite quand vous la reprenez en 93. Jean-Pierre Levade, qu'avez-vous vu durant toutes ces années? Et surtout, puisque c'est un peu ce que vous racontez, quels étaient vos rapports avec l'État actionnaire donc, du Crédit Lyonnais? C'était une histoire qui, à l'époque, me paraissait incroyable. Il y en a eu d'autres du même type depuis. Mais que vous dire? Je suis arrivé, l'État actionnaire, nommant la majorité du conseil d'administration, contrôlant, avec le régulateur Banque de France au-dessus, la direction du Trésor, était inconscient de l'état dans lequel la banque se trouvait. Première constatation. Et deuxième constatation, qui fut pour moi douloureuse et qui explique l'épaisseur de ce livre, c'est pour faire atterrir l'État, pour lui faire prendre conscience de l'ampleur du désastre qu'il avait laissé se constituer, il a fallu des années de bataille frontale, dure, extrêmement conflictuelle. J'étais d'ailleurs persuadé que je finirais par être éjecté, parce que j'étais insupportable pour les ministres des Finances que j'avais en face de moi. D'ailleurs, certains d'entre eux ont essayé de me pousser dehors. Voilà. Mais pourquoi est-ce que tous ces gens très intelligents, qui ont fait les meilleures études de France, qui dirigent l'État, qui se connaissent tous, vous voulez dire, ils n'agissent pas, tous ces gens très intelligents, toutes ces neurones, dans l'intérêt général? Je crois que ce livre montre quelque chose que j'ai découvert progressivement dans ma vie professionnelle, c'est que le modèle français, qui est un modèle totalement centralisé, qui est un modèle jacobin, nous rend particulièrement fragiles par rapport à ce type de débordement. Parce que l'élite, entre guillemets, qui est censée diriger le pays, qui est censée exprimer l'intérêt général, premièrement, l'intérêt général, personne n'est capable de dire ce que c'est. Il n'y a pas de définition de l'intérêt général. On ne peut pas prendre une loi sans se référer à l'intérêt général, mais c'est très commode, hein. J'agis au nom de l'intérêt général. Donc arrêtez de m'embêter puisque j'exprime l'intérêt général. Mais il n'est pas défini. Et deuxièmement, cette pyramide totalement centralisée, constituée d'un côté d'élus qui sont désignés par le suffrage universel, donc qui sont forts de la souveraineté populaire, et de l'autre, de la crème des plus brillants de nos jeunes étudiants qui sont pris parmi les premiers sortis de l'École nationale d'administration. De l'ENA, oui. De l'ENA. Ils travaillent ensemble. D'ailleurs, il y a beaucoup d'énarques qui deviennent ministres. Ouais. C'est une voie naturelle. Donc les deux élites se confondent, se fondent. On est presque dans un modèle chinois. Et donc, cette pointe de la pyramide qui agit au nom de l'intérêt général, qui a les mêmes réflexes de classe, presque de groupe, presque de communauté, elle se croit infaillible. Elle est infaillible dans sa tête. Et donc quand vous lui dites « vous vous êtes trompé », vous êtes un malotru. Alors néanmoins, est-ce qu'aujourd'hui, nos grands dirigeants d'entreprises publiques ne sont pas plus indépendants du pouvoir politique et peuvent dire zut au pouvoir politique et diriger les entreprises dans l'intérêt exclusif de la boîte? Est-ce que ce n'est pas un temps ancien, celui que vous décrivez dans ce livre? Je ne crois pas. Est-ce que vous avez des exemples qui vous font dire ça? Je crois que peu de choses ont changé. Il y a eu quelques petites améliorations, mais peu de choses ont changé. Pour une raison fondamentale. Ça veut dire que chez Areva, chez EDF, Areva, SNCF... Prenons l'exemple d'Areva. Ouais. L'histoire d'Areva, à certains égards, dans le domaine industriel, c'est la même que celle du Crédit Lyonnais dans le domaine financier. C'est la même. Pas de contrôle. Pas de contrôle. Un management qui devient complètement déconnecté de la réalité, qui est d'une ambition démesurée, aucun contrôle, un conseil d'administration qui ne dit rien, qui se tait, des syndicats qui sont silencieux, donc une espèce de connivence générale. Et à la fin, l'État qui paye. Et à la fin, l'État qui paye à peu près les mêmes montants que le Crédit Lyonnais, à ceci près que le Crédit Lyonnais, je l'ai redressé, je l'ai introduit en bourse pour une valeur de 12 milliards d'euros à l'époque, qui a compensé très largement l'addition qui avait été payée par le contribuable. Areva,
j'attends de voir la sortie positive. Hein. J'ai l'impression que ce n'est pas pour demain. Donc rien n'a changé. Pourquoi? Pour une raison de fond. C'est que d'un côté, quand vous êtes dirigeant d'une entreprise, qu'elle soit publique ou privée, vous êtes normalement investi de ce qu'on appelle l'intérêt social de l'entreprise. Donc vous demandez quel est l'intérêt de votre entreprise. Déjà, c'est difficile à définir hein, entre les actionnaires, les salariés, les clients, le développement, la croissance, l'investissement. Mais vous êtes dans un univers à peu près délimité. Et d'ailleurs, vous fabriquez votre légitimité lorsque vos personnels ont le sentiment que vous défendez l'intérêt social de l'entreprise. Mais quand vous êtes président aujourd'hui de la SNCF ou d'EDF, ou etc., l'État, qui est le principal actionnaire, sinon le seul, il est en plein conflit. Parce que si vous dites que l'intérêt général non défini l'emporte sur les intérêts particuliers, y compris l'intérêt social de l'entreprise, ça veut dire que le chef d'entreprise est amené à prendre des décisions qui sont contraires à l'intérêt de son entreprise. Donc le patron d'EDF, il doit diriger pour faire plaisir au ministre et pas forcément dans l'intérêt de la boîte EDF. Il est dans une situation nécessairement contradictoire. Est-ce qu'il faudrait privatiser du coup? Ça serait mieux géré? Je pense qu'il y a deux échelons possibles. Le premier qui serait de donner à l'Agence des participations de l'État un statut indépendant. Ouais. Ça serait un progrès formidable. Le ministre n'a plus le droit de regard sur comment ça se passe. Voilà. À la limite, c'est l'Agence des participations de l'État et qui ferait rapport, le cas échéant, au Parlement, directement. Première idée, probablement assez utopique. La deuxième, à laquelle je crois personnellement, c'est que je pense que ça serait mieux que ces structures soient privatisées avec un cahier des charges dans lequel l'État exprimait explicitement ce qu'il pense être de l'intérêt général. Vous dites, donc il y a cette centralisation et cette énarchie où au fond on est tous... il y a de la connivence. Hein, la connivence, voilà. C'est ce que j'appelle de la connivence. Et vous dites il faut supprimer l'ENA. Oui, hein, en tout cas, supprimer le classement de sortie et les grands corps, oui. Et vous soutenez Emmanuel Macron, qui est un énarque, et vous fustigez... Mais non, mais parce que ça m'amuse, vous fustigez Bernard Tapie, qui lui n'est absolument pas un énarque, qui n'avait pas les codes, etc. Est-ce que là, il n'y a pas une contradiction? Là, je ne crois pas. Je crois que votre... c'est bien joué, mais la balle va revenir assez vite. Hein. Vous prenez quelqu'un qui est hors du système, parce que si je ne me trompe pas, je connais la présomption d'innocence, mais il doit être inculpé pour fraude en bande organisée. Donc il y a escroquerie en bande organisée. Bon, d'accord, alors Bernard Tapie, mauvais exemple. Mauvais exemple. Bon, alors Emmanuel Macron est énarque, c'est vrai. Là, ça c'est vrai. Pourquoi est-ce que vous lui voyez, pourquoi est-ce que lui, il est énarque? Ça c'est vrai. Je vais vous répondre quelque chose qui s'applique encore plus à lui qu'à moi, mais que je crois profondément vrai. Si vous voulez modifier le système, c'est comme Gorbatchev en Union soviétique, si vous voulez modifier le système, avoir une chance de le modifier, il faut avoir vécu à l'intérieur pour le comprendre. Et en même temps, si vous voulez le modifier, il faut être sur la marge. Il faut être capable de vivre dedans et rester intellectuellement et psychologiquement en marge. Il me semble qu'il a cette double caractéristique. Ça se ferait chier. J'espère. Et 2017, vous le souhaitez pour Emmanuel Macron président? Non, c'est pas possible. Pas pour 2017. Ça n'est pas possible. Qui vous voyez en 2017? En 2012, vous aviez soutenu Bayrou? Bayrou au premier tour, oui. Et Hollande au second tour? Je dois dire Hollande au deuxième tour. Vous le regrettez? Non, si je me remets en 2012, Hollande-Sarkozy, non, je ne regrette pas. Pourquoi les jeunes sont dans la rue contre la loi El Khomri? On a très peu de temps, mais d'un mot. Parce que je crois qu'ils sont, comme beaucoup de populations en France, ils sont déjà prisonniers des appareils, et en particulier de l'UNEF. Merci beaucoup, Jean-Pierre Levade, boum pour l'UNEF, ancien président du Crédit Lyonnais. Donc vous racontez vos années de l'intérieur, tout ce que vous avez vu à l'intérieur du Crédit Lyonnais, que vous avez redressé, donc ces années de 93 à 2003, c'est ça? Exact. Merci. Tout de suite, Yves Calvi, c'est dans l'herbe, qui revient sur cette journée de manifestation contre la loi El Khomri, avec 200 défilés partout en France. Le gouvernement peut-il reculer? Après avoir reculé sur la déchéance de nationalité, c'est dans l'air est intitulé ce soir, manif, tension sous la pluie.